Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode d'Agua des Looses. On est parti sur un épisode de talk cette fois-ci. Je reviens comme une fleur après 2 mois de pause sur le podcast, mais à vrai dire, j'ai jamais annoncé qu'il y aurait un épisode par semaine. Donc finalement, je ne dois rien, même si j'avoue que je pourrais faire un effort concernant la structure et la priorité de ce podcast. Néanmoins, ma façon de créer, elle est quand même cyclique et en général, j'enregistre quand l'espace s'ouvre et puis c'est tout. Je reviens pour ouvrir une série d'épisodes sur le thème de la guérison, parce que ces 2 derniers mois, à vrai dire, c'est dans cette thématique que j'ai plongé. Pour ceux qui écoutent le podcast ou qui me connaissent, vous savez que j'ai une maladie chronique, une endométriose, et ces 2 derniers mois, en fait, j'ai été invitée à plonger dedans. Enfin, c'est même pas que j'ai été invitée, c'est que j'ai pas le choix que de plonger à la racine, enfin, à la racine. Oui, mais d'aller encore plus en profondeur que ce que je pensais avoir déjà fait, à vrai dire. La maladie s'est exprimée d'une façon qui a été assez violente, donc ça m'a demandé quand même beaucoup de regards intérieurs et de pause sur pas mal de choses. Mais la maladie, en fait, quand elle est là, c'est aussi, elle ouvre aussi des possibilités de transformation qui sont majeures, je trouve. Cheminer sur la guérison, c'est un acte de transformation, je disais, et c'est surtout aller à la rencontre de soi-même. Parfois d'une manière qui est brutale dans la mesure où la maladie, en fait, elle nous laisse pas le choix. Mais ça peut être aussi fait avec douceur, avec le soutien du monde subtil, mais aussi du monde physique, bien sûr, et la possibilité de s'en remettre à plus grand, d'élargir, en tout cas de renforcer notre foi. Et dans cette série, en fait, je voulais explorer les multiples facettes de la guérison parce que je vais interroger des personnes qui ont été confrontées comme moi à la maladie, mais aussi des personnes qui ne sont pas forcément confrontées à une maladie physique. Parce qu'il y a la guérison du corps, bien sûr, mais il y a aussi celle du cœur, de l'esprit, de l'âme. Et, euh, et finalement, c'est à travers ces récits intimes qu'on peut s'inspirer les uns des autres, ou en tout cas trouver peut-être un réconfort. En tout cas, je dis ça parce que moi, les témoignages en fait que j'ai eus de personnes, alors que soit qui étaient atteintes de la même maladie que moi, ou qui étaient simplement sur un chemin de résilience, de guérison et de transformation, sur tous les plans, ça m'a énormément aidée. Donc je me suis dit pourquoi pas partager à mon tour et interviewer des femmes qui m'inspirent euh, sur le sujet. Et donc, pour commencer par le début, mon chemin de transformation, il a commencé bien avant d'avoir un diagnostic d'une maladie, hein. C'est pas la maladie euh, qui m'a fait cheminer spirituellement, honnêtement, mais elle est intervenue plus tard, sur une autre étape de ma vie. Mon chemin de guérison, finalement, sur le plan de l'âme, il a commencé assez jeune, dès lors que j'ai simplement voulu m'ouvrir, me rendre compte en fait qu'il y avait quand même des choses, des traces, des marques qui m'avaient pas laissé, qui me laissaient pas exprimer mon être authentique. Donc finalement, pour moi, mon chemin de guérison a commencé dans ma vingtaine, quand j'ai voulu tout simplement m'ouvrir à qui je suis. La première porte que j'ai ouverte dans mon chemin de guérison, ça a été le sport, le fitness notamment, et le développement personnel. Ça m'a permis de valider ces 2 premières étapes pour moi, c'est me sentir bien dans mon corps physique, d'être plus à l'aise avec mon image et de me réconcilier avec l'apparence que j'ai. Car depuis petite, en fait, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon image. Je sais pas comment on appelle ça, mais je crois que c'est de la dysmorphophobie, où en fait on n'a pas conscience, en fait, on a une vision vraiment déformée de soi-même. Et c'est un vrai truc, hein, c'est pas juste se sentir mal dans sa peau de temps en temps, non, c'est vraiment une problématique, voire un handicap. C'est une situation des fois qui paralyse, hein, qui moi m'a empêché de sortir plusieurs fois, enfin qui m'a vraiment enfermée aussi dans des pensées dépressives, etc. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en fait, selon les standards beauté de la société, on va dire que je suis considérée comme une belle femme pour beaucoup, pour une majorité de personnes. Bien sûr, pour certains, ce sera pas le cas, mais pour une majorité, je fais partie de ces critères-là. Et c'est intéressant, enfin intéressant, paradoxal, parce que finalement, ce que je renvoyais, c'était pas du tout ce que moi je vivais à l'intérieur. Et quand on a ce fameux beauty privilege, mon accent anglais il est à chier, c'est terrible. Pourtant je parle anglais, en tout cas je me débrouille, mais mon accent c'est toujours pas ça. Bref,
quand on a ce fameux privilège de la beauté, on va le dire en français, ce sera plus simple. J'avoue que c'est insupportable les gens qui claquent des mots en anglais de temps en temps, et je suis ce genre de personne. Après, il y en a qui forcent un peu plus que d'autres quand même, faut le dire. Tout ça pour dire que quand on a ce fameux privilège de la beauté, il y a des gens qui se permettent des choses vraiment culottées. Et les gens sont un peu plus durs. C'est comme si on n'était jamais assez belle finalement pour les gens. Et aussi comme si on avait besoin de prouver sur d'autres plans qu'on était intelligente, etc. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Euh, la beauté n'est justement pas toujours un privilège. Elle ouvre certaines portes. J'ai vu des hommes changer de comportement face à moi et qui avaient un tout autre comportement avec d'autres personnes. Donc je sais que c'est un privilège et pourtant c'est aussi un fardeau. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, cette première porte, elle m'a permis de guérir sur mon apparence et de m'accepter déjà d'un point de vue physique. Ça peut paraître très superficiel et pourtant, pour moi, c'est la base en fait. Si on se sent pas bien dans sa peau, si on n'est pas à l'aise avec le reflet qu'on a, quand on se regarde dans le miroir, si on se trouve pas beau, en fait, pour moi, on peut pas évoluer sur d'autres plans parce qu'en fait, c'est super important de se sentir bien dans sa peau. C'est super important de se sentir beau ou belle. Et c'est marrant parce que cette société, en fait, elle veut nous faire honte quand on ose se trouver beau ou belle, ou en tout cas de s'aimer. Il faut s'aimer, mais pas trop, en fait. C'est ça qui me met mal à l'aise finalement, c'est que, en fait, ça va être difficile d'encourager quelqu'un qui a cette problématique à s'aimer, parce qu'en fait, on va l'encourager à s'aimer, mais dès lors qu'il aura franchi l'étape de vraiment s'aimer et de se trouver beau, on va lui dire ah bah t'es narcissique. Donc finalement, il y a toujours une subtilité qui, je trouve, n'est pas très saine. D'ailleurs, les personnes qui se maquillent, qui se regardent souvent dans le miroir ou qui font de la chirurgie esthétique sont souvent qualifiées de superficielles. Mais moi, ce que je trouve le plus superficiel, c'est la personne qui va se permettre de juger ce type de personne. Par définition, ce qui est superficiel, c'est ce qui est en surface. Pour moi, quelqu'un qui met des artifices pour se sentir mieux, c'est qu'il y a une quête de mieux-être. Par contre, quelqu'un qui te permet de juger sur l'apparence, c'est un comportement superficiel. C'est là tout le paradoxe de ces personnes-là qui se permettent de juger des personnes qui leur semblent superficielles parce que, de mon regard, elles sont bien plus superficielles que ces mêmes personnes. Juger quelqu'un sur son apparence ou sur certains actes, c'est ce qu'il y a de plus superficiel au monde. Ça manque de profondeur, ça manque d'empathie, ça manque de compassion, ça manque de savoir-vivre, clairement. Bref, aujourd'hui, je peux le dire, je suis bien dans ma peau. Je reviens de très très loin, à vrai dire. Et même si des fois, il va y avoir des rechutes, en fait, si toutefois je me prends une réflexion sur, par exemple, j'ai une morphologie quand même qui est mince et j'ai une petite poitrine. Récemment, voilà, je me suis repris une réflexion là-dessus et j'avoue que ça m'a déstabilisée, ça m'a beaucoup blessée en fait. Et ça m'a créé aussi beaucoup de colère et d'injustice d'être à nouveau confrontée à 30 ans à ce type de réflexion de la part d'autres adultes. Mais voilà, de manière générale, je me sens super bien dans ma peau aujourd'hui et je n'ai plus honte de le dire parce que franchement, de là d'où je reviens, c'était pas gagné de me sentir bien dans ma peau. Ça va juste m'arriver ponctuellement de faire des crises existentielles où je veux pas sortir parce que je me sens pas bien. Physiquement, c'est dans ma période prémenstruelle, à vrai dire. Donc voilà, je pense qu'il y a un aspect hormonal qui joue. Mais globalement, aujourd'hui, j'ai fait la paix avec mon physique et j'ai même appris à m'aimer. Ensuite, sur mon chemin de guérison, en tout cas sur le plan spirituel, le plan de l'âme, ce qui m'a permis d'ouvrir une étape supérieure, ça a été le yoga. Parce que je disais précédemment que le fitness et le développement personnel, ça m'a permis de me réconcilier avec mon physique, finalement. Les deux ensemble, ça m'a permis déjà de m'aimer sur le plan physique. Donc je vais commencer par voilà, le premier socle, la base, la matière. Et le yoga, ça m'a ouvert à une spiritualité qui m'a guéri sur le plan de l'âme, je dirais. Ça m'a ouvert d'autres visions de la vie, de mon être, de qui je suis sur le plan spirituel, voire divin. Ça m'a ouvert à ma propre infinité, à mon plein potentiel, et ça m'a permis de déconstruire pas mal de choses sur les limitations que je posais en moi.
Le yoga, sa philosophie, sa spiritualité, ça m'a appris à m'aimer sincèrement. Puis bien sûr, quand j'ai commencé le yoga, j'ai ouvert la boîte de Pandore. Après, s'en est suivi le Reiki, enfin tout ce qui est énergétique, qui m'a permis aussi d'aller au-delà, par exemple en termes de capacité. Ça m'a montré en fait qu'il n'y avait pas besoin d'être un grand énergéticien, en fait, que c'était à la portée de tout le monde finalement. Donc ça m'a aidé aussi à guérir sur ce plan. Et en plus de m'apporter une énergie qui m'aidait en fait physiquement, etc., à me sentir mieux. Dans cette boîte de Pandore, il y a eu aussi le chamanisme. Alors c'est un mot qui fait peur parce que, et je trouve qu'il est souvent déformé. Le chamanisme, c'est très vaste hein, finalement. Mais moi, je le vis en fait en tant que vision, c'est-à-dire avoir une vision sacrée du vivant. C'est comme ça que je vis le chamanisme. C'est pas que des voyages au tambour et des cérémonies d'ayahuasca. C'est euh, c'est bien plus, enfin bien plus. C'est déjà pas mal, hein, les voyages au tambour et les cérémonies, mais c'est bien plus dans le sens où ça ne s'arrête pas qu'à là et qu'il y a plein de traditions. C'est aussi le chamanisme pour moi une communication avec le monde non manifesté, le monde des esprits. Et c'est ce qui a permis aussi à mon être de s'ouvrir un peu plus, mais aussi de rassembler les morceaux qui étaient éparpillés depuis toutes ces années. Ça m'a permis de réaliser les ressources en moi que je n'avais pas soupçonnées et de m'ouvrir encore un peu plus à cette authenticité. Parce que je pense que la guérison, qu'on soit atteint d'une maladie ou pas, c'est de devenir qui on est vraiment, au-delà des voiles. C'est des espaces qui m'ont permis d'affirmer un peu plus ma personnalité sans avoir peur de faire des vagues, de déranger, de, de ne pas être vraiment qui je suis, en tout cas sur le plan de la personnalité. Parce que sinon, c'est là où j'ai vraiment goûté à mon authenticité pure, vraiment sur un plan pour moi supérieur, c'est quand j'ai été dans des états d'illumination qu'on appelle aussi samadhi, euh, là où il n'y avait plus aucun voile, plus qu'il n'y avait même plus d'ego. Finalement, c'était la dissolution. Mais quand je suis dans cet état, je suis même pas dans mon corps physique en fait, je suis plaquée au sol, je suppose, parce que j'en ai même pas conscience. Les seules fois où j'ai été dans ma vie dans cet état, ben, il n'y a plus d'identification à quoi que ce soit, si ce n'est, je sais pas comment mettre des mots, j'ai pas de mots en fait. Il y en a qui appelleront ça la source. Moi, je dirais que c'est l'esprit ou l'amour. Je ne sais pas comment on appelle ça, honnêtement, ça va au-delà. Mais, mais voilà, là, on parle sur un plan spirituel. Moi, je vais parler sur un plan de la personnalité parce que voilà, dans la vie de tous les jours, je suis pas en état de samadhi. Donc, donc ces espaces m'ont permis de me rapprocher de mon authenticité, en tout cas sur le plan de la personnalité. Et donc je vais poursuivre avec la troisième porte qui s'est ouverte à moi sur mon chemin de guérison. Et c'est paradoxal parce que cette troisième porte, c'est la maladie. Une maladie chronique qui s'est déclarée quand j'ai arrêté la pilule. C'est l'endométriose. Donc l'endométriose, je vais en parler brièvement, je vais simplement dire ce que c'est, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui pensent que c'est juste des règles douloureuses, mais je dirais que c'est assez réducteur de simplement la qualifier comme telle. L'endométriose, c'est la présence de tissus qui sont semblables à celui de l'endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus. Et ces tissus, en fait, ils vont migrer, ils vont aller en dehors de l'utérus. Donc, ils vont coloniser d'autres organes. Ça va être les ovaires, les trompes, le rectum, les intestins et parfois même les poumons. Et ça peut même monter jusqu'au cerveau. Donc, finalement, c'est l'endomètre qui s'éparpille, pour la faire courte, et qui va se mettre sur d'autres organes. Et donc parfois, ça génère des symptômes qui sont très douloureux. Dans mon cas, mon endométriose est vraiment expressive. En tout cas, c'est des douleurs qui sont très fortes, qui me font même perdre connaissance la plupart du temps, ou qui me font convulser littéralement. Donc c'est un handicap physique du coup. Et pour d'autres personnes, pour d'autres femmes, ça va se manifester de façon silencieuse en fait. Ces tissus, ils vont envahir d'autres organes, mais de façon silencieuse, et c'est super difficile aussi, je trouve, même si bon, elles sont épargnées par le handicap physique, bah ça n'empêche qu'en fait, ça va venir quand même endommager le corps d'une autre façon. Et c'est, je dirais, plus dangereux parce qu'en fait, on la sent même pas évoluer.
Ceci dit, les symptômes sont pas forcément liés à la maladie. C'est-à-dire qu'on peut avoir des douleurs très fortes, mais ça veut pas dire que pour autant les lésions, sont plus nombreuses qu'une femme qui a une endométriose silencieuse. Et donc cette maladie, elle génère, de la fatigue chronique, problème de fertilité également, mais aussi des troubles digestifs, des douleurs pelviennes. Alors, c'est pas que pendant les menstruations, hein, c'est en tout cas pour ma part, c'est aussi le reste du mois. Donc voilà, cette maladie, comment elle se manifeste chez moi et je tenais à la résumer, en fait, à l'expliquer un peu plus parce que j'ai été confrontée beaucoup de fois à des personnes qui pensaient que j'avais juste un peu mal pendant mes règles. Et non, ça va bien au-delà. Et donc, aussi inconfortable qu'est cette maladie, elle m'a permis de grandir. Elle m'a permis de grandir et ouais, elle me permet toujours de grandir vu que je l'ai toujours. Et puis comme c'est chronique, même si j'ai peut-être espoir d'avoir une rémission, bah, c'est une maladie qui sera toujours latente et qu'il faudra surveiller dans tous les cas. Donc elle continue de me faire grandir et surtout, elle m'a invité, cette maladie, à aller regarder sa racine, c'est-à-dire comment elle est née et pas sur le plan que je pensais. D'un point de vue symbolique, et là je parle que de mon expérience, je vais partager des choses qui sont intimes du coup, mais qui peut-être parleront à d'autres personnes. Je pense que la racine n'est pas la même symboliquement pour toutes les femmes qui sont atteintes de cette maladie. Donc là, je vous parle que de ce que je connais, de ce qui me concerne. La racine, dans la symbolique, alors l'utérus représente le foyer. Et finalement, le fait que j'ai des tissus en fait qui vont migrer, c'est finalement qu'une part de moi ne se sent pas à sa place dans son foyer ni en sécurité. Et que du coup, voilà, au sens littéral, cette partie de mon corps cherche à coloniser d'autres organes pour chercher un autre foyer. Comme je me sens pas symboliquement en sécurité et à ma place dans mon foyer, et ben j'ai cherché à aller ailleurs. Et finalement, mon corps l'a traduit de la même façon. L'endométriose, selon en tout cas ma croyance et certaines personnes, parce que je pense pas que ça s'applique pour tout le monde, il y a certes la partie physique, mais je pense qu'il y a une partie psychologique, émotionnelle. Elle va naître suite à des traumatismes, voire des violences. Dans mon cas, je ne me suis pas sentie en sécurité, en tout cas quand j'étais enfant, sur certains aspects, parce qu'il y a eu des violences. Et il y a eu des violences au sein de mon foyer. Donc finalement, c'est ce qui m'a... C'est comme ça que je me suis construite. Et c'est avec cette idée d'insécurité que je me suis façonnée. Pour vous situer le contexte, je vais pas trop en dire parce que c'est très intime pour moi. Mais pour que vous puissiez comprendre et surtout pour pas qu'il y ait de suppositions. Ma mère a partagé sa vie avec un homme pendant 5 ans, où j'avais entre 5 et 10 ans. Et cet homme a été violent. Et quand on a entre 5 et 10 ans et qu'un adulte, un homme de surcroît est violent, bah, on se construit avec, en tout cas moi pour ma part, je me suis un peu construit avec la pensée que c'est pas que c'est normal, mais ben c'est un adulte et moi je suis l'enfant. Donc ben ok, à l'intérieur de moi j'ai envie de partir, j'ai envie de me créer un nouveau foyer, mais ça n'empêche que bah, je suis une enfant et c'est lui l'adulte. Et là, c'est juste un fragment de mon histoire, et j'en dirai pas plus, mais tout ce qui a alimenté ce sentiment d'insécurité, notamment face au masculin, c'est venu alimenter la maladie. Pendant des années, la pilule, elle est venue masquer les symptômes. Mais dès lors que je l'ai arrêtée et que j'ai repris le pouvoir finalement sur mes cycles, sur la femme que je suis, bah, elle s'est manifestée. En tout cas, d'un point de vue symptômes. Donc c'est intéressant de voir ce qui se joue lorsqu'une maladie se déclare et quand on lui permet de s'exprimer. Ça m'a fait grandir parce que sans cette maladie, honnêtement, je ne serais pas remontée à la racine, je ne serais pas retournée voir ce fameux dossier d'enfance. Et pourtant, il m'a créé des énormes mécanismes de défense. Ouais, il m'a délivré un certain poison, entre guillemets, et, et des, comment on pourrait appeler ça, mais des programmes en fait intérieurs qui sont pas sains. Et donc finalement, cette maladie, elle m'a permis d'aller regarder
ce que je voulais pas voir. Et une fois que j'avais regardé, que j'avais pacifié, allégé, s'est ouvert à moi vraiment une magnifique transmutation. Aujourd'hui, cet homme, je ne lui en veux pas parce que je lui ai pardonné. Et c'est pas un pardon comme ça a été des mois et des mois de processus pour lui pardonner sincèrement. Le mois dernier, j'avais encore envie qu'il meure et qu'il souffre terriblement. Donc je lui ai pas pardonné, hein. J'avais essayé, mais bon, j'étais pas en paix avec ça. Donc non, mon pardon et tous mes Ho'oponopono, pour ceux qui connaissent, ils étaient pas faits depuis le cœur. Mais j'ai beaucoup de compassion envers moi-même parce que c'est pas facile de pardonner à ses bourreaux. Et il y en a qui pourraient penser que le pardon, c'est cautionné, mais c'est pas du tout le cas. Le pardon, il est là pour nous libérer sur le plan de l'âme, en tout cas. Et, euh, et oui, sur le plan humain, voilà, c'est cet homme, voilà, je n'éprouve pas de d'amour pour lui, mais c'est devenu neutre. C'est-à-dire que je lui souhaite plus de mal du tout et je suis même mal à l'aise s'il y a d'autres personnes qui lui souhaitent du mal. Il y a pas longtemps, j'en ai parlé justement avec mon père et c'est vrai qu'il a eu des propos du coup à son encontre qui ont été assez brutes et ce que je comprends totalement. Mais j'ai réalisé que quand il les disait, j'étais pas du tout en phase avec la violence, enfin la violence, avec des propos bruts à son égard qui pourtant sont super compréhensibles sur le plan d'humain et en plus c'est des pensées que moi-même j'avais eues avant de pardonner. J'ai pardonné sur le plan de l'âme parce qu'il y a que sur ce plan que ça peut se faire selon moi. Et ok, je cautionne pas ce qu'il a fait en tant qu'être humain, mais d'un point de vue de l'âme, je l'ai pardonné pour me libérer, pour le libérer aussi d'une certaine façon sur un plan. Ça veut pas dire qu'on pourrait devenir amis aujourd'hui, hein, honnêtement, et si je le croisais dans la rue, je vais pas lui sauter dans les bras. J'irai pas forcément lui dire bonjour non plus, bien évidemment, mais je ne ressens plus ce poison en fait que qu'il avait délivré en moi. Le pardon, je disais, je pensais l'avoir déjà fait. J'avais fait quelques séances pour ça, de Reiki notamment, et, et voilà, d'autres processus qui me permettaient de lui pardonner, mais je l'avais pas fait depuis le cœur, je l'avais pas fait sincèrement parce que j'étais pas prête, je pense tout simplement. J'ai mis plusieurs mois jusqu'à ce que je fasse une énième méditation un peu plus poussée et encadrée. Et pendant cette méditation, j'avais posé justement cette intention, bah voilà, je, j'aimerais guérir. J'aimerais guérir de cette maladie. Point. S'il vous plaît. Et c'est là que j'ai eu cette fameuse punchline. Pour guérir, il faut pardonner sincèrement, mais aussi aimer. Et quand ça s'est fait dans le subtil, c'est la présence de Marie, de la Vierge Marie, que j'ai ressentie. euh, de toutes les Maries finalement, de la Vierge Marie, de Marie-Madeleine, euh, et de toutes les autres, finalement. Je les connais pas bien, les autres, mais un peu cet archétype de Marie, euh, de la Mère divine. C'est pendant que j'ai pardonné que j'ai ressenti sa présence, parce que finalement, qui d'autre que la Mère divine pour, en tout cas son archétype, pour, euh, pour pardonner. Marie-Madeleine, la Vierge Marie, pour moi, c'est les reines de l'amour. Et, et c'est elles qui peuvent accompagner dans ce processus. En tout cas, c'est elles qui m'ont accompagné, leur présence, leur archétype, leur énergie dans ce processus. C'est elles qui m'ont donné la force de pardonner sur le plan de l'âme. En tout cas, c'est ce que j'en ai interprété, bien évidemment. Et l'autre enseignement que j'ai reçu quelque temps après, c'est que mes liens ne seront jamais purs tant que je ne m'aimerai pas sincèrement. Je disais précédemment que je me sentais bien dans ma peau maintenant, etc. Mais sur un autre plan, sur un plan un peu plus profond, je me suis rendu compte que je ne m'aimais pas sincèrement. Parce que toutes les fois où je ne respectais pas mes limites, que je disais oui alors que je voulais dire non, bah c'était une preuve de désamour envers moi. Et tant que
que je respecterai pas mes limites, que je ne m'aimerai pas sincèrement et que je ne serai pas intègre avec moi-même, mes liens avec les autres ne seront jamais purs. Parce qu'ils seront toujours entachés par, par ce manque d'amour envers moi-même. Et c'est là l'enseignement de l'endométriose. Et c'est le plus bel enseignement que cette maladie m'a délivré. Alors oui, aujourd'hui je suis pas guérie et j'ai eu des phases de rémission, on va dire, enfin de rémission, de répit plutôt, pendant quelques mois. Enfin, de rémission dans la mesure où j'ai quand même, les lésions d'endométriose ont diminué une fois que j'avais commencé la thérapie justement, psychologique. Une fois que j'avais compris la racine en fait, en tout cas une partie de la racine, bah en fait mon corps a commencé à traduire cette guérison dans la matière. Où suite à une auscultation chez la gynéco, elle m'a dit mais ça a diminué. Et d'ailleurs cette gynécologue elle est super parce que elle a fait tout de suite le lien en fait entre la thérapie que j'avais fait et la diminution de mes lésions. Parce que cette gynécologue, elle considère que la guérison c'est holistique en fait, qu'il y a un tout. Ça se joue sur plusieurs plans. Et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien une personne qui soit dans le système de santé médicale m'écoute et considère cet aspect. Ça m'a fait énormément de bien parce que mon parcours sur l'endométriose, il a été ponctué de beaucoup de portes fermées et d'incompréhension, oui, d'incompréhension. J'ai mis 3 ans à me faire diagnostiquer, à réussir à avoir un IRM. J'ai mis 3 ans à ce qu'on m'écoute et, et voilà. Donc ça a été assez dur pour moi. Après 3 ans de déni, en fait, et de manque d'écoute du système médical, bah enfin j'ai une personne, une gynécologue, euh, bah, qui en plus déjà de me croire, de toute façon, une fois que je suis diagnostiquée, les médecins ne peuvent pas faire autrement que de me croire, et de pas me dire que c'est juste des règles douloureuses ou juste une carence en fer, par exemple, c'est quand même ce qu'on m'avait dit. Euh, En fait, ouais, le fait qu'elle me croie et qu'en plus elle considère que la maladie est corrélée à mon histoire personnelle et que du coup, plus je vais guérir sur ce plan, guérir mon histoire, et plus ça va aller, en principe. En tout cas, elle a eu un discours vraiment très apaisant et très encourageant. Et c'est ça la magie de cette maladie. C'est paradoxal de dire ça parce elle me tabasse, hein. Elle me tabasse sur le plan physique et pourtant elle m'ouvre à tellement de magie. Et donc je disais, aujourd'hui je suis pas guérie mais j'ai envie d'aller de l'avant parce que je suis remontée à la racine et peut-être que j'ai pas encore tout démêlé. Mais en fait là, cette maladie elle me donne envie de vivre encore plus, de savourer encore plus tous les moments de joie. Parce que quand vraiment on vit un handicap dans le corps physique, une diminution de sa mobilité suite aux symptômes, mais qu'est-ce qu'on est content de savourer ensuite ce qui paraît le plus basique, de pouvoir marcher, de faire du sport, de respirer. C'est savoureux, mais on n'imagine même pas à quel point. Et c'est vrai que depuis, mon petit rituel, c'est de chaque soir remercier la vie. Bah, déjà dormir dans un lit confortable, en sécurité. Euh, et pour toutes les bénédictions que j'ai. Puis celles des plus basiques aux plus, ou un peu plus, enfin, un peu plus exceptionnelles, on va dire. Mais juste le fait d'avoir tous mes membres, d'être en vie, d'avoir, quand j'ai pas de douleur, mais je remercie plus. Et voilà, pour toutes les autres choses qui m'apportent de la joie. Et pour toutes les épreuves qui me font grandir aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est ça mon chemin de guérison. Aujourd'hui, je vous ai partagé pas mal de choses intimes, à vrai dire, mais je sais que ça pourra faire du bien à celles qui traversent quelque chose de similaire ou si toutefois quelqu'un trouve un écho, un espoir peut-être. Dans tous les cas, voilà, j'ai partagé mon récit alors que je suis pas guérie, mais finalement il y a toute une vie, voire plusieurs vies pour guérir, donc on n'est pas pressé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.